Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue et merci de nous rejoindre. Affaire Sébastien Adiavant est à béninois avec à la clé l'arbitrage de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Tel un feuilleton, le déroulé de l'affaire continue de se conjuguer au présent. Dernier développement en date, les nouvelles ordonnances et arrêts de la Cour de ce 29 mars enjoignant carrément à l'État l'application de nombre de ses décisions antérieures. Nouvelle décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en défaveur du Bénin, censé porter au plan politico-judiciaire. C'est le thème en débat. Un homme de droit et un politique pour l'instant décryptage. Déjà sur ce plateau en notre compagnie, Georges Banabé Gbagbo, ancien doyen de la FADEPS. Il est avocat au barreau du Bénin. Georges Banabé Gbagbo, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Etandy, et encore une fois, merci. En tout cas, c'est nous qui vous remercions pour la disponibilité. Ce n'est jamais gagné d'avance. Vous arrivez à dégager un peu de votre précieux temps pour nous. Il le faut. De reconnaissance. En face de vous, je l'annonçais, mesdames, messieurs, un politique, oui, qui mieux qu'une porte-voix de l'USL pour nous aider à mieux comprendre ce qui se joue autour de ce dossier. Beaucoup le disent à relent politique. Geraldo Gomez a accepté être des nôtres. Il est le secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques au niveau de cette formation politique. Elle se dit, en tout cas, toujours debout. Monsieur Geraldo Gomez, bonjour à vous. Bonjour, Joël Etandy, et merci également pour l'invitation. Alors, je vous en prie, ça fait un moment par ici, on vous entend à peine. Et précédemment, vous avez dit, vous restez debout. C'est toujours le cas pour l'USL? Toujours debout, puisqu'on est là. Et on a souvent l'habitude, parce que c'est cela le principe de droit, un parti politique naît de la volonté des citoyens. Et les citoyens veulent que l'USL reste debout, et elle est encore debout, l'USL. Vous voulez dire que vous êtes toujours en contact avec les citoyens? Absolument. Sérieusement. En tout cas, bon à savoir, ce ne sera que pour le bonheur de la pluralité politique, comme on dit. Et mesdames, messieurs, vous l'avez suivi lundi. De nouvelles décisions qui sont tombées, 2 ordonnances et un arrêt. Je vais retourner d'abord vers Geraldo Gomez. Oui, Geraldo Gomez, si vous devez présenter cet arrêt à nos téléspectateurs, que diriez-vous? Écoutez, de façon assez ramassée, je pourrais dire que cet arrêt concerne la décision de la CRIET, la décision d'octobre 2018, le 18 octobre 2018 précisément, qui condamnait M. Sébastien Adiavant à la criette pour cette fameuse histoire de 18 kilos de cocaïne, pourtant vidée en première instance au tribunal de Cotonou. Il y a eu 3 décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, une ordonnance pour mesure provisoire en décembre, le 7 décembre 2018, puis 2 autres décisions qui ont suivi le 29 mars 2019 et le 28 novembre 2019 également, qui toutes enjoignaient à l'État béninois de surseoir pour les mesures provisoires, puis d'annuler pour ce qui concerne les arrêts au fond, cette décision de la CRIET, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour effacer tous les effets de cette décision-là. Donc, au bout de ces 3 décisions, l'État béninois ne s'étant toujours pas exécuté, le président Adiavant a à nouveau saisi la Cour africaine des droits de l'homme pour qu'elle constate que ces 3 premières décisions n'ont toujours pas été exécutées et que ces droits ont été à nouveau bafoués, violés, et a présenté certains moyens, quelques moyens, pour reconnaître cette requête. La Cour s'est déclarée compétente pour connaître de cette nouvelle requête, ce que l'État béninois lui demandait de rejeter. La Cour a déclaré la requête recevable, ce que l'État béninois lui demandait de rejeter également, et a donc prononcé sur les motifs qu'elle a jugés
de façon ramassée que l'État béninois avait pour ordonnance d'exécuter dans les meilleurs délais toutes les décisions qui ont été prises et notamment se conformer à l'article 1 de la charte qui fonde la Cour, c'est-à-dire prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour que tous les droits issus de cette charte et reconnus à chaque citoyen africain puissent être respectés et exécutés. Voilà un peu le décor planté pour vous, chers téléspectateurs. Depuis la décision fait grand bruit à professeur Bago. Quand on prend cet arrêt... Dois-je rajouter, excusez-moi de vous couper, j'ai juste oublié un élément essentiel, c'est que la Cour donne 7 jours à l'État béninois pour se conformer à cet arrêt. Voilà un complément qui était d'importance, on devrait y revenir. Mais voilà, pour cette nouvelle décision, au plan du droit, si on doit l'apprécier en toute objectivité, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Merci beaucoup, monsieur Joël Itondi. Je crois que le Bénin commence par se sentir à l'étroit. Le Bénin commence par se sentir à l'étroit parce que cet arrêt ou ces arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples commence par, je crois, ça commence par faire peur, n'est-ce pas, aux autorités béninoises. Il n'est qu'à voir la manière dont les avocats béninois ont défendu vaille que vaille. Enfin, le fait de ne pas suivre cet arrêt, le fait de... d'abord, on vous a dit tout à l'heure, ils ont commencé par parler de l'incompétence de la Cour, ensuite de l'irrecevabilité, ensuite des exceptions, des défauts de qualité de celui qui a saisi du requérant, de M. Sébastien Adjavon, ensuite exception je dirais, qui n'a pas intérêt à agir. C'est-à-dire, il se débattait, comme on dit, comme un diable dans un bénitier. Effectivement, qu'il y a autorité de choses jugées, ensuite que le droit d'ester du requérant, n'est-ce pas, on ne doit pas accepter plein de choses, n'est-ce pas, que les avocats, disons l'État béninois, puisque c'est lui, a essayé, n'est-ce pas, de se débattre. Mais on voit justement que cet arrêt, ou ces arrêts, empêchent, ça commence par empêcher, je dirais, la République béninoise de respirer. Comment ça ? Oui, déjà, vous savez... La République évolue. Oui, je sais bien. Oui, bon, on essaye de nous montrer que tout va bien, on va pas respecter l'arrêt, on va pas exécuter l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est ce qu'on tente de nous dire. Mais dans la réalité, nous voyons que cet arrêt fait mal. D'abord, cet arrêt qui commence déjà par dire par sursoir aux élections, cet arrêt qui dit que la Constitution du 1er novembre, je ne sais pas quoi, 2019, c'est ça, c'est ça. 2019, que cet arrêt, n'est-ce pas, est non avenu, cette Constitution, n'est-ce pas, est nulle et de nul effet, etc. Et là, je crois que l'opposition béninoise, évidemment, s'en est saisie. Et c'est l'un des grands arguments, justement, de l'opposition béninoise, et qui coupe cela avec le serment prêté, et ce qui arrive enfin le 5 avril. Alors, on coupe ça avec la Cour, l'arrêt, la non-application de l'arrêt de la Cour africaine. Alors, je crois que ça commence pas à faire trop. Et il faut vous dire que l'État a peur. Ça, il faut dire la vérité. Lorsqu'on voit comment ils se sont défendus comme de beaux diables, n'est-ce pas, à Roucha, on se dit, mais là, le Bénin commence à comprendre que ce n'est pas du tout en vain ce que la Cour a fait. Évidemment, quand on commence par voir comment la Cour est née, la Cour était née effectivement sur un modèle de la Cour européenne et de la Cour américaine. Et ces cours-là existaient déjà en Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour américaine, interaméricaine des droits de l'homme également. Donc, les Africains ont créé cette Cour africaine, et je l'ai dit plusieurs fois, pour civiliser les Africains. Tout ce qui se faisait en Afrique, on se disait que quand même, il faut mettre fin à tout cela. Et en temps, Obama est passé par là pour nous dire que ce n'est pas les hommes forts qu'il faut, que c'est les institutions fortes qu'il nous faut. Et cette Cour-là
a pour mission justement d'établir, d'instituer, n'est-ce pas, je vais me répéter, des institutions fortes. Vous avez l'impression qu'on est en train d'y arriver? Ah oui, nous sommes en train... Vous savez, même quand on créait cette cour, on avait déjà posé le problème, le principe de est-ce que les États africains vont respecter cette décision de cette cour-là? La réponse aujourd'hui, ça saute à l'œil. Ah mais oui, c'est ce qu'on croit. Mais il y a un travail qui se fait, un travail de fond qui se fait. Déjà, il a été dit que c'est au niveau de l'Union africaine que les États de l'Union africaine vont essayer de se substituer aux victimes. Et je crois que cette idée qu'on avait semblé abandonner un certain temps, cette idée revient. Ah oui, et même les institutions régionales commencent déjà. La dernière fois, je crois que le président nigérien était à Accra, il a eu à parler de ça. Il a fait une allusion pour dire que ça suffit comme ça, que désormais, il faudrait que les États africains, n'est-ce pas, aillent au secours. Je ne sais pas, c'est peut-être pas les mêmes mots qu'il a employés, aillent au secours, n'est-ce pas, de ceux qui sont brimés dans leurs droits, et que désormais le Nigeria ne va plus fermer les yeux sur la violation des droits de l'homme par-ci et par-là en Afrique. Parlant de cet arrêt, on ne peut pas dire que c'est une décision de plus. Non, mais quand je vois la manière dont les avocats béninois, dont l'État béninois, n'est-ce pas, s'est défendu, et malheureusement, il s'est défendu comme un beau diable, mais l'arrêt est tombé et on lui a donné même 7 jours. 7 jours. Alors, certains diront que les 7 jours, n'est-ce pas, sont bien comptés et que ça correspondrait peut-être à la fin du serment prêté par celui-là. Mais c'est clair que oui. Tout le monde s'interroge. C'est quoi cette coïncidence-là? C'est toujours le droit? C'est bien sûr le droit. C'est bien plus que ça fait déjà plus d'1 an que la Cour, n'est-ce pas, a rendu sa décision. La Cour a fait des injonctions au Bénin. Mais le Bénin ne semble pas respecter ces injonctions. Le Bénin ne semble pas respecter la décision de la Cour. Alors, je crois que là, la Cour, n'est-ce pas, montre ses muscles. Même si on pense que la Cour n'a pas de la force derrière. Mais ce qui était dit, c'est que l'Union africaine devrait servir, n'est-ce pas, de force à cette Cour-là. Et je crois que nous y arrivons. Nous arrivons tout doucement. Et je crois que c'est ça qui fait peur déjà à l'État béninois. L'État béninois ne sait pas ce qui se cache derrière cette décision-là. Et qui sait? Qui sait? Est-ce que la population même ne va pas? Est-ce que l'homme de droit ne voit pas trop, comme on le dit, dans le réalisme, sans essayer d'être en contact avec les données réelles du terrain? 7 jours, ce qui n'a pas été possible en 6 mois, pour quel motif le serait-il en 7 jours? Alors, vous savez, et ça donne du grain à moudre dans l'opposition. C'est en cela que c'est opportun. Non, déjà cela, déjà c'est une première condition. J'ai dit que c'est pas la seule, cette condition n'est pas la seule. Mais déjà notre opposition, l'opposition béninoise, n'est-ce pas, s'arc-boute sur cette décision de la Cour. Et ça peut faire peur. Ça peut faire tourner les choses. Et donc ce que Sébastien Adjavon a fait, c'est vrai que apparemment l'homme ne dit rien. Mais je crois que son travail est un travail de fond. Et ça commence, n'est-ce pas, par inquiéter. On y reviendra. Je vais me retourner vers le politique. Vous avez montré beaucoup d'intérêt à ce dossier, à raison sans doute. Politiquement, comment l'appréciez-vous? Politiquement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une victoire de plus, d'abord, pour Sébastien Adjavon. C'est une victoire de plus pour la démocratie béninoise, parce que les violations de droits auxquelles Sébastien Adjavon a fait allusion dans sa requête, ce ne sont pas des violations exclusivement tournées vers lui. Expliquez-vous, il a qualité à porter cette requête devant la Cour africaine des droits de l'homme parce que ces violations s'appliquent à lui, mais en le faisant, c'est aussi à tous ceux qui seraient dans sa situation, à qui il pense. Et l'une des premières leçons à tirer, c'est de pouvoir dire à tous nos citoyens, ne désespérez jamais de la justice. La justice a plusieurs étapes, plusieurs échelons, au plan national comme au plan international. Si nous estimons à un moment donné de notre parcours politique que la justice au plan national a des difficultés, que les hommes qui font la justice au plan national ont des difficultés momentanées à exercer pleinement leur mission, il faut savoir que nous avons également des instances au plan international pour permettre
de sécuriser l'avenir, notre avenir individuel certes, mais aussi l'avenir collectif. Et c'est cela la deuxième leçon politique à tirer de ce nouvel arrêt, c'est qu'une fois de plus encore, grâce à l'action de Sébastien Adjavon, l'avenir démocratique du Bénin a encore été sauvegardé. Parce que l'une des violations qui ont été énumérées dans cette requête, c'est le droit à chaque citoyen de pouvoir participer à la gestion et à la direction des choses publiques. C'est le devoir pour chaque État partie à la charte et ayant aussi signé la charte de la démocratie et de la bonne gouvernance, de ne faire certaines révisions, certaines modifications législatives, en l'occurrence constitutionnelles, que dans le cadre du consensus national. Tout ceci a été relevé à travers cette requête et donc la décision, l'arrêt qui en est issu. Ce sont autant d'éléments qui permettent le droit à la propriété, le droit à la non-discrimination, le droit à un procès équitable. Ce sont autant de violations qui ont été démontrées ici et qui sont reprises par la Cour africaine et qui les a rassemblées dans l'obligation faite à l'État de respecter l'article 1 de la charte. Et cet article dit de façon résumée, il est introductif, l'État partie à la charte doit prendre toutes les mesures législatives nécessaires à l'application de tous les droits reconnus par la charte. Et tous les droits dont je parlais à l'instant sont présents dans cette charte. Quatrième élément, ou leçon politique, je vais dire, c'est qu'on entend souvent dire, et bien plus par ceux qui soutiennent le pouvoir de la rupture, une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, c'est encore une décision de la Cour, ça ne sert à rien, on ne l'appliquera pas. Nous serions même un État souverain, c'est ce qui nous donnerait le droit de ne pas appliquer le droit. Oui. Bon, tout le monde comprend cette aberration, on ne va pas revenir là-dessus. C'est une aberration. J'allais vous poser la question. C'est une aberration. Est-ce que ce n'est pas, excusez, mais est-ce que ce n'est pas le président d'honneur qui, franchement, se donne du travail pour rien lorsque toutes ces décisions, aucune d'entre elles jusqu'à présent. Qu'est-ce que la démocratie si ce n'est la gestion des choses de l'État à partir du droit? C'est ça. Et quand on parle du droit, le droit offre des moyens à chacun pour faire respecter et les devoirs et les droits des uns et des autres. La démocratie, ce n'est pas le pugilat. La démocratie et la politique de façon générale, c'est d'abord la parole. La parole pour convaincre son vis-à-vis. La parole pour exposer aux populations qu'on a peut-être les moyens de faire mieux que celui qui est en train de terminer ou qu'on peut faire différemment que ce qui a été proposé jusque-là. C'est d'abord la parole. Et quand on sent que des droits n'ont pas été respectés, la démocratie, le système démocratique prévoit les voies et moyens pour que une instance, une institution qui devrait être indépendante puisse rétablir l'équilibre en disant « vous êtes dans vos droits, on a violé vos droits, je vous rétablis dans vos droits ». De cela, il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais se fatiguer de le faire, et Sébastien Adjavon ne se fatiguera jamais de le faire, et je pense que c'est une leçon à garder par chacun de nous. Quelle que soit la violation de vos droits que vous constatez, ne pensez jamais que l'État dans lequel nous sommes serait corrompu à un tel point que vos droits ne peuvent être jamais reconnus à un endroit potentiel. Ne désespérez jamais. J'irai même plus loin pour ceux qui disent souvent au nom de l'État, on ne va pas appliquer parce que nous serions souverains, ainsi de suite. Figurez-vous que dans cet arrêt, oui, et tous ceux qui en douteraient pourraient revoir le test ou revoir la vidéo prononcée avec le prononcé du président de la Cour africaine des droits de l'homme. L'État béninois a présenté des moyens pour défendre, le professeur Ouagaud en parlait tout à l'heure, vaille que vaille, certes, mais il faut aller dans le détail de certains moyens développés par l'État. Quels sont ces moyens qui ont retenu votre attention? J'en ai deux éléments. Si vous voulez, je veux bien les citer pour ne pas risquer d'écorcher ce qui aurait été dit. Et c'est dans la bouche du président de la Cour africaine des droits de l'homme, citant les deux moyens présentés par l'État béninois.
l'État béninois indique que le requérant, donc M. Sébastien Adjavon, sollicite l'exécution des décisions des 29 mars 2019 et 28 novembre 2019. Et donc, l'État béninois demande à la Cour de constater que l'arrêt final du 28 novembre 2019, la Cour a accordé un délai de 6 mois à l'État béninois, à l'État défendeur, pour exécution. Constater que la présente procédure a été introduite le 29 novembre 2019. Constater quand la date de la décision et la demande d'exécution, il ne s'est pas écoulé un délai de 6 mois. En conséquence, l'État voulait que la Cour déclare cette requête précoce et donc irrecevable. La Cour s'y est opposée. La Cour n'a pas suivi cette demande, mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer ce à quoi l'État béninois attire l'attention, ce sur quoi l'État béninois attire l'attention de la Cour elle-même. Il s'agit de quoi? L'État béninois rappelle à la Cour, vous avez déjà pris 2 décisions qui m'ont condamné en fait. La décision des 29 mars et 28 novembre 2019. C'est bien clair. Moi, et vous m'avez donné 6 mois pour exécuter. Ça veut dire que l'État béninois est en train de reconnaître l'existence même de cette décision à son encontre et se prévaut même du délai qu'on lui aurait accordé pour exécuter cette décision. C'est une reconnaissance officielle, explicite, écrite, noir sur blanc, devant la Cour même. C'est l'État béninois qui sollicite la Cour à se souvenir qu'il a été condamné. Deuxième élément, l'État béninois demande toujours à la Cour de constater que le demandeur, c'est-à-dire Sébastien Adjavon, sollicite condamnation de l'État du Bénin à raison des faits objet de la procédure 013/2017, vidée par la Cour de Séan. Constater que les arrêts au fond de la Cour des 29 mars et 28 novembre 2019 sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. C'est le représentant de l'État béninois qui le dit, qui dit que les arrêts des 29 mars et 28 novembre 2019 sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Cela veut dire que personne ne peut s'y opposer. Donc à ceux qui disent, parce que ça leur fait plaisir peut-être, que l'État n'appliquera jamais rien, voilà l'État qui déjà en 2021, de façon explicite, ça a toujours été le cas au cours des autres audiences, c'est la communication qui a fait que c'est passé sous silence ou passé au second plan ou au troisième plan, mais là c'est explicite, noir sur blanc, puisque c'est l'État béninois lui-même qui invoque ses moyens à sa défense pour pouvoir justifier et demander à la Cour de rejeter ou de se déclarer incompétente. La Cour n'a pas suivi, mais professeur Gbagbo, oui. Vous qui avez l'habitude de plaider, lorsque la Cour se met dans cette posture, la lecture que fait le politique est-elle une lecture exacte? Est-ce une reconnaissance ou juste un moyen de défausse qui aurait pu prospérer? Et je crois que je vais suivre un peu ce que dit M. Gomez et aller un peu plus loin. C'est-à-dire que M. Adjavon a donné l'occasion à la Cour de gagner en épaisseur. Comment ça? Oui. Elle en avait perdu? Non, c'est une cour jeune. Elle est jeune, elle n'a pas encore assez d'expérience, cette cour. Et c'est pour ça que les gens se lèvent pour dire oui, nous sommes des pays souverains, nous sommes ceci. Non. Je vous ai dit tout à l'heure que notre cour a été modelée sur l'exemple des États-Unis et sur l'exemple de l'Europe. Il ne viendrait à aucun État européen ni américain de ne pas suivre les décisions des cours des droits de l'homme d'Europe ou d'Asie. Ce n'est qu'en Afrique, parce que, comme on le dit toujours, nous n'avons pas encore, la démocratie n'est pas encore dans nos mœurs, elle n'est pas encore arrivée. C'est maintenant qu'on essaye, n'est-ce pas, de tout faire pour que la culture démocratique, n'est-ce pas, commence à devenir réalité chez nous. Or, c'est à partir justement des exemples comme ça que la Cour, n'est-ce pas, gagne en étoffe, gagne en épaisseur. Et cette Cour-là
elle n'a pas eu l'occasion certainement de rendre des décisions aussi courageuses. Elle en rend de temps en temps, mais avec, je dirais bien, l'entêtement de du requérant béninois, je crois que la Cour a compris qu'il faut qu'elle s'impose. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de voir, la construction, n'est-ce pas, d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et cette construction, ma foi, ça ne peut que gagner, n'est-ce pas, en positivité. La Cour se construit et elle va jusqu'à dire qu'elle annule, n'est-ce pas, l'arrêt de la criette. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de cours qui vont jusqu'à annuler l'arrêt, n'est-ce pas, dans un pays dit souverain. Ouais, on ne peut pas dire qu'elle est dans l'essai, la Cour, en le faisant ici. Elle gagne en épaisseur, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'elle s'impose. Non, elle s'impose. C'est-à-dire en disant à l'État, en donnant 7 jours à notre État. Mais l'État pense que, bon, ceux qui le conseillent, ceux qui conseillent notre République disent que non, évidemment, nous sommes un État souverain, ne respectez pas cela. Mais je crois que c'est comme un boomerang, ça leur reviendra au visage. Et c'est ce à quoi nous assistons actuellement. Cette Cour, n'est-ce pas, n'hésite pas. Elle n'hésite pas non seulement à condamner, à nous dire de reprendre notre Constitution, etc. Elle revient jusqu'à nous dire, écoutez, la décision de la criette, là, du 29 mars 2019, remettez ça en cause. Et vous voyez... Si j'étais même moi de la criette, j'allais donner ma démission. Parce que, oui, jusqu'à dire, ça veut dire que la Cour démontre que la criette, n'est-ce pas, est une juridiction, n'est-ce pas, sans fondement et sans épaisseur. C'est ce que la Cour africaine veut dire. Elle dit à la criette, j'entendais la dernière fois un candidat ou une candidate à l'élection qui trouvait que la criette était une très bonne chose. Et c'est ce qui laisse résister, c'est ce qui aurait manqué depuis la création. Mais ça n'a pas manqué d'arguments non plus. Non, parce que le candidat a ajouté que depuis la création de cette criette, on a vu les Béninois beaucoup plus disciplinés. C'est ce qu'elle croit. Mais c'est ce qu'il croit. Mettons ça en valeur absolue. C'est ce que le candidat qui a dit cela croit. Mais en réalité, est-ce que la corruption a cessé pour autant au Bénin? Répondez, vous qui avez des dossiers qui tombent sur vos tables en permanence. Bien sûr que non. Vous connaissez cette histoire de milliards, n'est-ce pas, que quelqu'un a pris, il est parti, on l'a ramené du Sénégal. Et la criette était toujours là, Et la criette, on attend la criette depuis, on n'entend rien. Alors c'est pour vous dire que la criette n'est pas faite pour la corruption ou contre la corruption. La criette, c'est une juridiction politique qui s'occupe justement des opposants. Vous maintenez votre posture là-dessus? Je maintiens tout le temps. Mais donnez 20 ans. Et c'est ce que nous dit la Cour africaine, qui a très bien compris le stratagème. Et la Cour dit annuler cette décision. C'est très rare. Moi, à ma connaissance, je n'en ai pas. Alors, le politique tout à l'heure rappelait presque dans le préambule l'article 1. Oui, tout à fait. Mais voyez-vous, l'État béninois une fois encore souscrit aux recommandations. Non. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que cette charte africaine, elle est adossée à notre Constitution, ou bien notre Constitution est adossée à la charte africaine. L'État le sait, et pourtant, vous avez vu plusieurs décisions déjà passées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ceux qui ont rédigé notre Constitution, n'est-ce pas, c'est un piège de vouloir adosser notre Constitution à la charte africaine. La preuve, c'est qu'il y a la Cour qui nous dit maintenant ce que la Cour constitutionnelle béninoise aurait dû faire, c'est ce que fait aujourd'hui la Cour africaine des droits de l'homme. Et là, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir. Nous passons à une naissance, n'est-ce pas? Alors, les droits de l'homme, d'abord, pour commencer. Mais les droits de l'homme. Mais c'est l'État, c'est contre l'État que les droits de l'homme sont nés. C'est parce que l'État est une machine je dirais, qui écrase les individus, et c'est de là que les droits de l'homme sont nés. Et cette Cour africaine, n'est-ce pas, ne fait qu'incarner justement ce que c'est que les droits de l'homme. L'État doit respecter les droits. C'est ça, c'est les droits de l'homme. Alors, si l'État ne respecte pas ses propres droits, mais le droit qui est au-dessus, l'État doit respecter. C'est cela, les droits de l'homme. Et cette Cour-là n'est que l'incarnation de cela. Et je vous le dis, ça se fait ailleurs. C'est pour la première fois qu'en Afrique, ou les premières fois en Afrique, que notre Cour, n'est-ce pas, est en train de s'imposer. Et pour cela, je crois qu'il faut dire bravo à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour dire continuer dans ce sens-là, continuer à annuler les décisions,
n'est-ce pas, des juridictions de nos États, continuer à avancer, continuer à annuler les constitutions des pays. On va tout annuler. Mais puis si les constitutions ne respectent pas le consensus, par exemple, c'est d'ailleurs ce qu'a dit la charte africaine, la Cour africaine des droits de l'homme. Elle dit, mais le consensus, votre constitution ne respecte pas le consensus. C'est même triste que ce soit la charte, la Cour africaine qui vient nous dire cela. Nous avons quand même une Cour constitutionnelle, nous avons des institutions, et c'est cette Cour africaine qui vient nous dire ce que nous devons faire. Et ça rejoint parfaitement un peu plus tôt. Ça rejoint parfaitement ce que disait le président américain, qu'en Afrique, il aimait trop l'Afrique, c'est pourquoi il nous disait ça. En Afrique, ce n'est pas des hommes forts qu'il vous faut, c'est des institutions fortes. Commencez à construire, comme nous autres, aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Commencez par construire des institutions fortes. Et là, l'Afrique va s'en sortir. Alors, les 7 jours à venir, vous les voyez prendre l'État au collet ou passer comme une feuille de paille? Vous savez, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas prophète. Mais j'acclame encore une fois la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a très bien perçu comment est-ce que nos États doivent fonctionner. Ce qui est sûr, l'avenir est là pour le dire. Je le dis encore une fois, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a aucun intérêt à dire annuler ce que la cliente a fait, annuler votre constitution de je ne sais pas quoi. Quel intérêt a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à nous dire cela? Est-ce que vous allez me dire qu'à Djavon est parti soudoyer les hommes? Non, pas du tout. Il ne faut même pas y penser. C'est l'intérêt du Bénin que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est en train, n'est-ce pas, de nous dérouler. Et nous ne ferons qu'applaudir à cela. Si nous avons un peu de jugeote, je crois que les Béninois, les intellectuels béninois, les juristes béninois doivent se dire bravo à cette Cour africaine-là, parce qu'elle nous apprend à faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire la démocratie, à avoir une culture démocratique, à savoir que l'avenir, n'est-ce pas, du Bénin. Et je crois que ça va porter date, ça portera date, ces arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ça portera date. Et comme l'a dit Kérékou, le Bénin étant toujours le monde, je crois que ce qui se passe actuellement permet à la Cour africaine, n'est-ce pas, d'avoir une certaine personnalité. Et vous parlez tout à l'heure de culture démocratique. Vous allez dire que le Bénin n'en avait pas, en termes de culture démocratique? Mais si nous en avions, est-ce que depuis 2016, nous serons en train, n'est-ce pas, d'assister à ce carnaval? C'est tout un débat, on y revient avec votre permission. Oui, mais Géraldo Gomez, vous avez semblé pratiquement applaudi tout à l'heure en relevant un certain nombre de points. Vous parlez du droit à la citoyenneté. Mais dans le cas d'espèce, les 7 jours ne feront pas pour autant revenir votre président d'honneur, le président d'honneur de l'USL, au point de le voir participer aux élections. La décision de la charte ne va pas à l'arène de la charte de la Cour africaine des droits de l'homme, ne nous désigne pas nos candidats au Bénin. Ce n'est pas son objet. Il y a une requête qui lui est soumise, elle répond à cette requête. En l'occurrence, à partir de la charte, il y a des droits et des devoirs qui sont énumérés dans cette charte. Il y a pour chaque citoyen africain à pouvoir lui dire « j'ai mon droit, tel droit qui a été violé, est-ce que vous pouvez l'examiner ?» Et la Cour africaine des droits de l'homme ne fait que ça. Alors, Elle n'est pas politique, elle est en train de se construire, comme l'a démontré à l'instant le professeur Gwago. Et je voudrais enfoncer un petit peu le clou en disant il faut vraiment saluer cette évolution, j'allais dire, de la Cour africaine des droits de l'homme. Sans l'usage de la force physique de coercition, la Cour africaine des droits de l'homme vient de contraindre le Bénin lui-même à reconnaître toutes les décisions qu'elle a prises dans ce dossier-là depuis le début. Sans l'exercice de la force physique, de la contrainte physique, sans recourir à d'autres États qui se substitueraient à des citoyens africains brimés dans leur pays, la Cour africaine des droits de l'homme elle-même, en se déclarant compétente, en recevant certaines requêtes et en les examinant jusqu'au bout et en restant sur le pur plan du droit, vient de contraindre l'État béninois tout seul à revendiquer les décisions, les arrêts et les ordonnances de la même Cour. C'est cela qu'il faut saluer. Et c'est cela que moi, c'est à travers ça que je vois l'épaisseur dont parlait le professeur Gwago tout à l'heure. Donc il ne faut pas continuer à penser que ce seraient des décisions
mannequins ou des décisions factices qui ne serviraient à rien. Non, on vient de démontrer, quand on parle de la Cour, il faut aussi parler du requérant. C'est son obstination à faire parler le droit qui a permis à cette Cour d'utiliser les moyens du droit pour contraindre un État à reconnaître le droit qu'il refuse à un de ses citoyens. Alors aujourd'hui, quand on prend cette formation politique et l'USL, qu'est-ce que cela lui apporte vraiment de plus ? Ce que cela nous apporte de plus, c'est notre avenir. C'est de dire que la condamnation d'octobre 2018, cette fameuse condamnation à la criette, qui est à l'origine de tout, puisque tout a succédé par des successions de violations différentes, cette décision, cet arrêt de la criette, fait que le président d'honneur de l'USL ne pouvait pas être reconnu par l'État béninois comme un membre fondateur du parti USL et se prévalait de cela pour ne pas délivrer le récépissé définitif de l'USL. Ça fait 2 ans. Je souhaite faire une petite parenthèse. Ce n'est pas 7 jours qui sont donnés à l'État béninois. Cela fait 2 ans et 7 jours, si je puis dire, puisque la première ordonnance est intervenue en décembre 2018. Toute l'année 2019 est passée, toute l'année 2020 est passée. Nous sommes fin mars 2021. L'État béninois n'a toujours pas appliqué les toutes premières décisions qui sont toujours querellées. Donc ce n'est pas 7 jours qui seraient trop précipités, non. Ce sont 2 années, plus 3 mois et maintenant 7 nouveaux jours qui sont donnés à l'État béninois pour se conformer. Mais Dieu merci, de façon explicite, l'État béninois ne peut plus dire aujourd'hui qu'il ne reconnaît pas les décisions de la Cour. Donc pour l'USL, l'existence, c'est-à-dire la partie administrative qu'il restait à compléter par l'État béninois pour consacrer la reconnaissance juridique de l'État par l'administration, cet argument qui était tombé depuis longtemps vient d'être confirmé à nouveau. On a une énième confirmation. Nous n'en doutions pas. C'est pour cela qu'en début d'émission à votre question, je vous dis que la constitution de partis politiques naît d'abord de la volonté des citoyens de se constituer ainsi, mais ensuite il y a une démarche administrative qui est la reconnaissance par l'administration, et quand l'administration abuse de ses droits, nous avons des moyens jusqu'au niveau international de faire reconnaître cet abus, et cela se traduit à nouveau ici. Monsieur Geraldo Gomez, est-ce qu'il faut continuer à se réjouir tel vous le faites? La source est qu'on traverse une période un peu sensible actuellement où l'appel est à la paix. Vous permettez cette question d'un citoyen quand la nouvelle est tombée qui m'interpellait, mais le président d'honneur de l'USL, face à une machine, paraît-il, très puissante, vous m'en direz le contraire, jamais aucune des décisions prises en sa faveur n'a pu être respectée. Il y a quelques jours, me disait un compatriote, on a vu, c'était rentré. Betinkovic, c'était pas gagné d'avance. Le colonel Tawes. Alors, pendant qu'on parle de la paix, peut-être que c'est bientôt le tour de votre président d'honneur. Il continue de saisir la cour. N'avez-vous pas peur que vraiment celui qui pourrait lui permettre peut-être de rentrer soit braqué? Vous permettez cette question du compatriote que je vous rapporte. Que répondez-vous à ceux qui peut-être partagent une opinion comme celle-là? Mais je pense que la question est posée dans les bons termes. Ah bon? En disant, est-ce que celui qui aurait pu lui permettre de rentrer, mais en réalité, c'est le droit qui devrait lui permettre de rentrer. En réalité. C'est cela la réalité, parce que nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un état privatisé où quelqu'un permettrait à qui il voudrait de rentrer ou de ne pas rentrer. Les exemples que vous avez évoqués, je crois que c'est juste pour détendre l'atmosphère, je ne vais pas y revenir. Mais sincèrement, c'est réel, que ceux-là, c'était pas évident, mais ils sont rentrés. Restons dans la détente, il n'y a pas de souci. Je veux revenir. Entendu non plus, oui. Non, sincèrement, je ne veux pas m'attarder sur ces cas. Ce sont des épiphénomènes. Restons sur le plan du droit. C'est ça. Oui. Parce que c'est la même question. Je suis d'accord avec M. Gomez. C'est le droit. C'est le droit qui compte. C'est pas parce que quelqu'un se lève par là, rentre, qu'on va dire que c'est pas la règle, ça. C'est ça. La règle, c'est l'avenir. C'est à long terme. C'est pas ce qui va se passer dans les 2 semaines qui arrivent, qui sera déterminant. C'est le long terme. Qu'est-ce qui va se passer après? L'État béninois, je le dis encore, ce n'est pas ceux qui sont là. L'État béninois, c'est nous tous. L'État béninois, c'est le peuple béninois. C'est l'avenir du Bénin.
Et c'est ça qui est engagé. Mais n'est-ce pas vrai aussi qu'avec vous, Oui. ça se chante quelquefois, une bonne négociation vaut mieux que... Mais oui, Bon, tout à fait. Mais écoutez, si la négociation, on vous dit que le temps de la négociation est passé, si je peux m'exprimer ainsi, on vous dit que c'est un partenaire, comment on en dit ça? Circonstanciel. Alors, comment vous pouvez négocier avec quelqu'un à qui vous avez rendu du service, beaucoup de biens, et qui vous dit que vous êtes un partenaire circonstanciel, etc., ou circonstancié ou circonstanciel, c'est un parler français. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce qui compte, ce ne sont plus les individus. Ce qui compte, c'est l'État. Et il faut que nos dirigeants montrent qu'ils sont des hommes d'État. Et je crois que c'est ce que fait le patron de l'USL. C'est un homme d'État. Et il montre son envergure d'homme d'État en saisissant la Cour africaine des droits de l'homme et en faisant évoluer le droit. Le droit évolue. Avec ce que nous voyons, avec les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, nous voyons le droit évoluer. Et l'état de droit, ce qu'on appelle l'état de droit, c'est l'État qui respecte les décisions. Il ne s'agit pas de dire, oui, nous sommes l'état de droit, le droit, nous respectons la loi, etc., tout ce que vous voulez. Mais dès qu'une décision tombe, mais vous commencez pas à vous agiter, etc., etc. Donc ce qui compte, ce n'est pas le ralliement des Béninois qui rentrent au Bercail, Koussa, vous avez cité des noms. Ce qui compte, c'est pas ça. C'est pas ça qui va faire évoluer le Bénin. C'est pas ça qui va faire évoluer, mais vous permettez une autre question. On s'est rendu que dans cet arrêt, il y a quelque part, manifestement, de peu s'en fallait encore pour la poche du président d'honneur de l'USL. 1 milliard aurait été demandé pour ces multiples saisines. Heureusement qu'il n'y a pas eu gain de cause. Alors, est-ce que vous gagnez vraiment en allant dans cet entêtement, si vous permettez l'expression? Vous ne gagnez pas pour votre poche? Plutôt pour la persévérance. On peut toujours craindre pour la poche, nos poches en tant que Béninois, puisque ce sont tous les Béninois qui auraient été concernés. C'est le principe de droit encore là qu'il faut regarder. Oui, requête abusive ou ainsi de suite. La Cour n'a pas suivi l'État défendeur sur cette ligne. Mais il faut noter que là encore, c'est une autre dimension que démontre la Cour africaine des droits de l'homme. Expliquez-vous. Pas que pour les décisions qui concernent le Bénin. Quand vous allez sur le site de la Cour africaine des droits de l'homme et que vous lisez les décisions qui concernent d'autres pays, de façon générale, lorsqu'il est question de réparation pécuniaire, que ce soit à l'encontre du requérant ou à l'encontre d'un État défendeur, j'ai souvent noté que la Cour africaine adopte une posture qui vise toujours à préserver les finances publiques, à ne pas faire payer des citoyens en lieu et place de dirigeants qui ont pris des décisions fautives à un moment donné de l'histoire de cette nation. Je pense là aussi que c'est le sens de la justice qui est affirmé à travers cette posture constante que moi je note au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Et c'est à saluer également. Cela n'empêche pas que les citoyens que nous sommes, nous fassions droit à ce que nous percevons comme violation et comme dommage lorsque nos droits sont violés. À la Cour d'apprécier après, dans chaque cas, ce qu'elle a le droit ou ce qu'elle a le devoir d'accorder aux citoyens qui présentent ces moyens-là. C'est assez important pour la Cour. Pour la Cour. Oui. On peut dire que le citoyen reste toujours au devant des décisions. Est-ce qu'on peut vraiment le dire? Ah oui, je pense pas l'individu. Je pense que, d'après ce que dit Gomez, la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas la CCJA. C'est pas la Cour commune de justice d'arbitrage d'Abidjan. Là, c'est un coup commercial, c'est un coup qui traite des affaires commerciales. Bon, on peut condamner tant à payer des milliards à tel réfugié qui peut redevenir président de la République. Ça, c'est la CCJA. La Cour africaine des droits de l'homme n'a pas cette vocation-là. C'est d'ailleurs, c'est l'un des arguments que les gens disaient, qu'ils ont refusé que les citoyens béninois ne saisissent désormais. Ce débat, on y revient. Ouais, avant de vous laisser partir, le temps tire à sa fin. Sur les ordonnances, si vous avez un aspect à partager avec nous très rapidement. Oui, il y a eu également toujours lundi 29 mars. Il y a eu cet arrêt, mais il y a aussi eu 2 ordonnances pour des demandes de mesures provisoires, qui toutes les deux concernent
le dossier de redressement fiscaux sur 3 sociétés dont Sébastien Adjavon était administrateur général ou dirigeant, ainsi de suite. Common, JLR et puis SCI L'Élite. Des redressements qui avaient été confirmés qui étaient en cassation au niveau de la Cour suprême, qui ont été confirmés, et puis une décision de la CRIED qui est venue renchérir. 2 actions avaient été introduites, une en juin 2020 et une en janvier 2021. Qu'est-ce que la nouvelle décision, voilà, il y a une seule décision qui est importante, c'est que la Cour africaine des droits de l'homme a ordonné au Bénin de surseoir à l'exécution de ces redressements, de la mise en œuvre de ces redressements fiscaux et de leurs effets. Donc, pas de saisine, pas de saisie de comptes bloqués, de comptes bancaires bloqués, aussi bien privés. La Cour a même précisé que la nature juridique de ces sociétés fait qu'on devait distinguer les personnes de l'identité de la nature juridique des sociétés. On ne peut pas aller bloquer des comptes personnels de dirigeants alors que nous sommes en face de sociétés anonymes ou ainsi de suite. Donc la Cour africaine ordonne au Bénin de surseoir à l'exécution de tous ces arrêts, aussi bien de la Cour suprême que de la CRIET, et lui donne 30 jours pour faire rapport et prouver que l'État a mis en œuvre cette décision. Merci à vous, Gomez. Vous concluez cette émission en disant... Une seule phrase, la mission civilisatrice de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà. Merci à vous, c'est bien compris, chers téléspectateurs. On va donc s'en arrêter là. On suit ce qui pourrait se passer dans les tout prochains jours, mais le Bénin a fait le choix de la démocratie. Les dirigeants l'ont aussi martelé. On croise simplement les doigts pour un Bénin plus rayonnant. À très bientôt sur le plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir. Merci. Merci.